Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Simon de Lardemel dans un château, mais vraiment avec une histoire assez incroyable. Et donc ce château, il n'y a rien de mieux qu'un historien pour nous l'expliquer. Et en plus nous avons la chance, car Simon est le fils des propriétaires de ce château. Je vous invite à venir voir ce château. Il paraît même que l'on peut dormir dans ce château, mais bon, ça c'est une petite aparté. Place à la visite. Bonjour Stéphane, merci beaucoup. Donc c'est un lieu qui est assez extraordinaire, effectivement, comme tu l'as dit, et que je vais vous présenter aujourd'hui en revenant sur son histoire et en vous présentant ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce que je vous fais à l'oral, c'est ce que va être la visite du château de Bouillancourt. Donc c'est les visites guidées qu'on organise ici, mais c'est aussi le grand parcours qu'on est en train de déployer. À quel moment peut-on visiter? Déjà, dès maintenant? Aujourd'hui, il suffit d'appeler. On est ouvert à la visite pendant tout l'été, au mois de juin, juillet, août, avec un guide qui est en permanence présent. Et pas besoin de prendre rendez-vous sur ces moments-là. Et sinon, tout le reste de l'année, il suffit d'appeler le numéro que vous pouvez trouver sur Internet. J'ai vu également que vous faisiez des journées portes ouvertes. Évidemment. Alors après, on a quelques grands événements dans lesquels on est ouvert au public. Les journées du patrimoine et toute une série d'événements. On a une programmation culturelle pendant l'été, avec un rendez-vous par semaine, le mercredi soir. Et voilà. Et durant tout le reste de l'année, vous pouvez appeler, vous pouvez venir. Bouillancourt, c'est aussi un lieu qui est fait pour être ouvert. C'est un lieu dans lequel on passe. On a une épicerie, il y a des chambres d'hôtes, voilà, il y a toute une série d'activités. Et notre objectif, c'est que des gens très différents viennent ici, justement, pour s'intéresser à ce lieu dans lequel on essaye de faire vivre le patrimoine aujourd'hui, en essayant de répondre à une question, qui est la grande question qui est importante pour nous à Bouillancourt, c'est comment on peut, au XXIe siècle, inventer une nouvelle manière d'occuper les lieux de patrimoine, et comment on peut vivre dans le patrimoine C'est aujourd'hui. vraiment ce qui m'a impressionné en parlant à tes parents. Vous avez une approche du château, du patrimoine qui est totalement différente. J'invite même les personnes, c'est prétentieux de ma part, mais les personnes qui possèdent un château, prenez contact. Voyez la chose, parce que j'en ai parlé vraiment avec Fabienne, ta maman, et je vous assure, il y a vraiment une approche et qui est vraiment à prendre vraiment au sérieux. Peux-tu me dire combien il y avait de convives dans votre château? C'était cette porte ouverte il y a à Ouais. peu près un mois, c'est ça? On avait les printemps du département, Oui. qui étaient il y a 2 semaines, et on avait, c'était le week-end du 30 mars, et on a eu 600, 700 visiteurs sur le week-end. Même chose pour les journées du patrimoine. 700 personnes sur le week-end. Exactement, ouais. Ça, c'était qu'un week-end, hein, donc imaginez sur toute l'année. Donc ne loupez surtout pas, surtout que vous avez un accueil qui est vraiment exceptionnel. Donc je vous dis, allez-y, foncez, montez en voiture et venez nous rejoindre. Alors, en fait, dans cette allée, aujourd'hui, la question qu'on aborde, c'est la question de s'adapter à son environnement. Comment, aujourd'hui, on voit dans l'histoire de Bouillancourt des manières de s'adapter à son environnement, d'aménager la nature, et qui évidemment nous pose des questions pour notre époque. On parle de ça dans l'allée parce que c'est une allée qui est assez extraordinaire, qui a été plantée à la fin du XVIIIe siècle, et qui est une allée de 150 tilleuls. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui, ces 150 tilleuls? Ces 150 tilleuls, ils nous montrent comment, dans ces lieux, eh ben, on se sert de la nature pour mettre en scène. C'est une véritable mise en scène. C'est une sorte d'architecture, pour une architecture de prestige, au même titre que le château. Et ben, il y a ces grandes allées. Dans ces grandes allées, les arbres sont alignés. On montre le pouvoir, on montre la grandeur. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on considère, au XVIIIe siècle, l'aristocratie du XVIIIe se reconnaît dans les grands arbres et voit dans ces grands arbres une frontière entre elle et le reste du monde. Donc ici, là, ce qu'on voit, c'est vraiment l'architecture de prestige végétale. Une grande allée, toute droite, rectiligne, de tilleuls avec lesquels aujourd'hui d'ailleurs on fait encore du miel au château de Bouillancourt. Notre enjeu est essayer de comprendre comment historiquement l'environnement a été aménagé au château de Bouillancourt, mais aussi comment, à notre époque, on peut réinventer cet environnement, un environnement qui nous sert à tous et un environnement duquel on peut se nourrir. Alors je pense que vous avez déjà pu prendre conscience de la qualité que vous allez avoir en visitant ce château. Vous avez vu les détails et tout. Je rappelle, c'est un historien, donc tu es en thèse, hein, c'est ça? Exactement, ouais. En thèse d'histoire. Alors vous voyez, personnellement, moi si j'avais été jeune et j'avais pu avoir des professeurs comme ça, je serais encore à l'école. Bon, Simon, peux-tu me dire où l'on se trouve là maintenant? Alors on se trouve dans un des endroits importants du château, qui est bon malheureusement en ce moment un petit peu en friche, mais on se trouve devant le potager. Alors qui est l'emplacement en fait historique du potager du château, et dans lequel on essaye aujourd'hui de faire quelque chose de nouveau. Là, ce dont on parle ici, c'est la question de nourrir les hommes. Qu'est-ce que c'est que de produire de l'alimentation dans un château? Et pour ça, on est dans un endroit qui est un peu particulier, et on peut revenir là-dessus sur le nom de Bouillancourt en série. Qu'est-ce que ça veut dire Bouillancourt en série? En série, ça vient de Essarti. Essarti, ça veut dire défricher. Okay. Donc d'abord, on sait qu'on est dans un espace qui a été défriché au XIe siècle pour pouvoir créer des champs, pour pouvoir faire de la production agricole. Et Bouillancourt, en fait, l'étymologie, il y a beaucoup de villages dans le nord qui finissent par cour. Oui. En fait, ça veut dire la courtisse.
La curtis, en latin, en fait, c'est la circonscription agricole. Et donc, en fait, dès le début, on apprend ici qu'on est dans un espace défriché, qui est une circonscription agricole, qui appartient à une personne qui s'appelle Bolène. Bolène, c'est un nom typique de seigneur germain du 8e, 9e siècle. Donc, dès le début, là, ça, c'est l'histoire de ce lieu. Elle nous place dans la question agricole et dans la question de la production. Qu'est-ce qu'on produit alors dans le nord de la France, en Picardie, au Moyen-Âge? Il y a une production très particulière et qui a fait la fortune de la ville d'Amiens. Ce qu'on appelle la oued. Je ne sais pas si vous connaissez la oued, la pastel des teinturiers. C'est une grande fleur jaune. Et cette fleur jaune, vous allez venir la travailler et comme ça, vous allez pouvoir produire la teinte du bleu. C'est une fleur jaune et on produit du bleu. Exactement, grâce au pistil, voilà, on va réussir à produire du bleu. Et c'est une fleur qui était très importante en Picardie, parce que c'est la fleur qui a permis de faire la fortune de la ville d'Amiens au Moyen-Âge. C'était une ville dans laquelle on venait teinter tous les tissus, tous les draps étaient teintés à Amiens. Mais bien évidemment, il faut venir au château dans quelques mois quand on aura replanté de la oued et qu'on aura relancé. Vous allez replanter de la oued, alors? Bien sûr. On serait inscrit dans cette agriculture. Vous ne faites pas le jardin n'importe comment. Alors voilà, et c'est là que je l'avais dit, je vous avais prévenu, passé, futur. Donc le passé, c'est ça. Et maintenant, il y a le futur. Le futur, aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi écouter ce qu'ils font concrètement au quotidien. Et on a la chance d'avoir justement aujourd'hui à Bouillancourt un bénévole qui est très impliqué. Donc vous travaillez avec beaucoup de bénévoles? On a aujourd'hui au château une grande association qui s'appelle Comme un château. Et Comme un château, c'est un jeu sur le commun. Bien sûr. En commun. D'accord, ok, comme un château, bien vu. Exactement. Et donc, dans tout ce qu'on a en commun, et voilà, il y a cette association Comme un château, et dans lequel on a aujourd'hui une 50aine de bénévoles. Et tu recherches d'autres bénévoles et tout le monde est le bienvenu château. au château de Bouillancourt. Nous avons un autre invité qui va nous parler. Quelle est la particularité de ce jardin qui n'est pas comme tous les jardins? Donc on était plusieurs bénévoles aujourd'hui à bosser et on a un jardinier dont c'est le métier professionnel qui fait de la permaculture. Donc l'idée c'est de créer des interactions entre les différentes essences et les différentes plantes. Que, par exemple une plante attire un insecte butinier pour disséminer donc les pollens, les pistils. Et l'idée c'est de faire un jardin qui est vivant en lui-même et qui respire, qui tout au long de l'année évolue au gré des saisons et de la présence de tel ou tel Un insecte. écosystème en fait. Oui, l'idée c'est de faire un écosystème autonome avec une espèce d'harmonie Et des toi qui es essences. issu de l'agriculture, cette technique, vous la pratiquez également ou c'est vraiment typique d'ici? En tout cas, ici, on a fait le choix de faire du maraîchage sur sol vivant et de la permaculture, parce que ça a du sens pour nous de partir de ce que produit la nature, c'est-à-dire Oui. de partir de ce que naturellement un écosystème génère spontanément. Donc, quand on dit nourrir les hommes, Oui. on parle aussi de réparer la terre. Il n'y a rien qui est fait au hasard, quoi. Rien. Mais ce système-là, donc on peut également le faire chez nous, on est d'accord? Bien sûr. Et tout le monde peut apprendre la permaculture et c'est au fond assez accessible. Donc si on veut apprendre la permaculture, ce qui serait bien, ce serait d'être bénévole, comme un château, Ouais, et exactement. comme ça on aura les techniques à refaire chez soi. Absolument. Exactement. Et nous voilà maintenant sur un autre lieu de cette belle propriété de Sonacor. Qu'est-ce qui se passe là derrière nous? Ce qui se passe derrière nous, c'est les écuries. Ah, C'est les écuries du 19e siècle et qui sont aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est important de s'arrêter devant des endroits comme ça parce que ça permettra aussi de comprendre le chemin accompli. Les écuries, on ne s'y est pas encore attaqué, on va s'y attaquer, c'est un des grands sujets d'avenir pour les prochaines années pour le château de Bouillancourt, c'est d'essayer de remonter un projet dans ces écuries. Mais aujourd'hui, elles sont dans cet état de dégradation dans lequel était globalement une grande partie du château avant qu'il soit repris, avant que les projets repartent depuis 2020. Qu'est-ce qu'on peut se raconter ici? Alors bien évidemment, d'abord les écuries. Ces écuries, elles arrivent au bout de l'allée. Ouais. C'est des écuries qui sont liées à la chasse. Au 19e siècle, les propriétaires, notamment le propriétaire Paul de Boisville, qui est propriétaire à la fin du 19e siècle, fait construire ces grandes écuries dans lesquelles ces chevaux qui reviennent de la chasse par l'allée. Et ensuite, Paul de Boisville se rend dans sa maison où il reçoit. c'est vrai que ça devait être très emblématique de voir ces chevaux revenir de la chasse par cette grande allée, quoi. Je veux dire, ça devait être mais vraiment majestueux à voir, quoi. Exactement. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette allée, c'est une allée de puissance, c'est une allée de Oui, symbole. bien sûr, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aujourd'hui de ce lieu? C'est qu'en fait, on est dans un endroit particulier. Ces écuries, elles sont dans la basse-cour. La basse-cour, Donc là, c'était la basse-cour également. Exact. Ok, d'accord. c'est la basse-cour du 19e siècle. On a des bâtiments agricoles avec des grandes granges, on a ces écuries. Et aujourd'hui, là, ce dont moi, je pense qu'il est important de parler dans cette basse-cour, c'est essayer de comprendre qu'un château, ça a toujours été un lieu d'échange, Oui. un lieu ouvert. C'était pas des gros lieux fermés, c'était des lieux d'échange et ouverts. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui ici? Parce que c'est une manière de comprendre que du coup, ces châteaux, c'était des lieux d'échange culturel.
des lieux dans lesquels des choses Ouais, on voit circulaient. bien, ouais, tout à Il y avait fait. des influences qui passaient. C'est des lieux qui étaient plus connectés que ce qu'on peut parfois imaginer comme des lieux fermés. C'était des lieux d'échange. L'échange, il continue aujourd'hui parce qu'on est dans la basse-cour et que dans cette basse-cour, aujourd'hui, on a installé une épicerie qui est la boutique du château, dans laquelle aujourd'hui, on vend toute une série de producteurs qui viennent de 5, 6, 10 km, rarement plus, on a un maximum à 30 km. Et on vend ici des miels produits dans la région, des jus de pommes, bon bref, toute une série de choses dans cette petite épicerie et qui mettent en valeur des savoir-faire agricoles locaux et qui permettent aujourd'hui de continuer de faire vivre ce château avec des gens qui y viennent, qui continuent d'échanger au fond. C'est Tout ça, comme ouais, l'échange vous êtes culturel. toujours dans l'échange, c'est ça qui est marrant. On est dans l'échange. On est plusieurs siècles après, mais toujours dans l'échange. Exactement. C'est très bien de vous, enfin de votre part, de développer cette chose et de l'entretenir, parce que c'est notre patrimoine. Je vous invite à venir du coup au château de Bouillancourt cet été et à visiter notre épicerie parce qu'on vend maintenant une nouvelle gamme de produits qui sont créés au château de Bouillancourt et dont on a fait la première commercialisation lors du printemps du département. Et l'idée, c'est de partir avec un morceau du château. Et donc, on vend des sacs faits avec les anciens rideaux, C'est excellent, ça, des quand même. boîtes d'allumettes entourées des anciens papiers peints, des cahiers. On a toute une série de produits aujourd'hui qui sont, voilà, cette idée de partir avec un morceau du château et des produits faits avec un petit peu les restes du chantier. C'est Avec, marrant, tout ce c'est qui très traîne. curieux, mais c'est encore très novateur de votre part. Alors Simon, maintenant nous sommes dans un endroit qui est quand même assez particulier dans ce château. Ouais, oui, c'est un endroit qui pour moi est important parce que c'est l'endroit dans lequel on voit toutes les couches historiques qui se sont superposées à Bouillancourt. Moi, quand je suis ici, j'aime bien dire qu'on est un petit peu comme face à un sol en archéologie. Vous savez, en archéologie, vous découpez le sol Bien sûr. et vous voyez les strates. Et on voit que plus c'est profond, plus c'est vieux. Et bien ici, on a les 3 strates, même pas besoin de creuser, elles sont sous nos yeux. En blanc, vous avez les grosses tours, qui sont les tours du XIIIe siècle, de la grande forteresse médiévale, qui est construite au début du XIIIe siècle et dont je reparlerai. Donc la base de Bouillancourt. La base, l'origine, et l'origine fondamentale, c'est cette forteresse donc on pourra apprécier quand on sera au pied des tours, quand on verra dans toute leur grandeur. Vous l'avez vu, j'en parlais tout à l'heure, ce petit bureau 19e. Une autre couche, la 3e. Ok. La première, la 3e, et au milieu, le bâtiment construit au Donc, le gros 18e siècle. bâtiment, et ça c'est quel siècle? Au 18e. Au 18e siècle. Au 18e, 13e siècle, 18e, 19e, tout ça sous nos yeux. C'est extrêmement intéressant, pourquoi? Parce que c'est 3 moments qui se voient dans 3 styles architecturaux, mais qui rappellent aussi 3 manières d'être dans les lieux de patrimoine. 3 manières d'habiter les Oui, châteaux. d'accord, je vois ta vision de la chose. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors là, nous sommes au pied des 2 tours, donc là, nous sommes sur le XIIIe siècle. Exactement. Là, on est au plus profond de l'histoire du château de Bouillancourt. On est dans un endroit particulier. Actuellement, les caméras, nous sommes dans les fossés du XIIIe siècle. On dit fossé, on dit pas douve, parce qu'une douve, c'est mis en eau. Oui. Un fossé, c'est pas d'eau, Ah c'est bon, juste ok, creusé. d'accord. Et donc ici, sur des grands plateaux calcaires, vous ne pouvez pas faire des douves en eau. Ok, Donc on ouais, fait des d'accord, fossés. d'accord. Ces fossés, ils sont 5 mètres plus bas à l'époque. Et les tours sont donc ont été remblayées par le bas de 5 mètres. Au XIIIe siècle, ces tours n'ont pas de toiture, elles ont des créneaux. Il n'y a pas de fenêtre, bien évidemment, ça rendrait le château indéfendable. Donc c'était vraiment les tours à l'ancienne avec les créneaux. Exactement, des vraies tours crénelées. Et les meurtrières qu'on voit. Oui, Du coup, elle ressemble, cette forteresse, elle est immense. Là, il reste 2 des tours. Mais imaginez une première enceinte de 6 tours oui, comme c'est un hexagone, donc les Un autres sont hexagone. plus larges de base. On et est une deuxième enceinte. Ce qu'on est en train de découvrir actuellement parce qu'on a un projet de fouille archéologique qui a été Oui. lancé lors des travaux avec l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, et qui a mené un projet de fouille au château de Bouillancourt et qui en fait est en train d'élargir énormément ce qu'on imaginait de la Donc, taille vous du château. découvrez encore des choses sur le château. Hein. Pourquoi on construit un château ici au début du XIIIe siècle? Le château, il est construit, on le sait, entre 1200 et 1218. C'est difficile de poser l'année. On Donc, sait qu'en c'est 1218, vraiment- c'est fini. Vraiment début XIIIe siècle. On est au début du XIIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste, et on sait qu'en 1218, le château est terminé. Comment on le sait? Parce qu'on a une archive qui nous explique que le propriétaire de l'époque, qui s'appelle Guillaume de Cailleux, fait construire dans une des tours du château une chapelle, en l'honneur de Saint Eustache, parce que son fils Eustache est mort lors de la croisade contre les Albigeois en pays cathare. Cette tour, aujourd'hui, lors des fouilles, on l'a retrouvée. Et on retrouve effectivement une des tours qui a un intérieur avec une forme très différente, c'est lié à cette chapelle. Donc 1218, le chantier est terminé, on le sait. Mais pourquoi on construit à cet endroit? C'est une région qui est importante historiquement parce que, encore aujourd'hui, la vallée de la Brelle, c'est la frontière entre la Picardie et la Normandie. Cette frontière entre Picardie et Normandie, elle a très longtemps
était aussi une frontière entre ce qui relevait du domaine des rois d'Angleterre, Oui, oui, depuis 1066 et Guillaume le bien sûr, Conquérant, et ce qui relevait des domaines du roi de France. La Picardie est très tôt intégrée dans ce qu'on appelle le Regnum Francorum, qui est le domaine royal. C'est pour ça qu'on a toute une série de forteresses. Le château de Bouillancourt, qui était d'une taille vraiment très impressionnante, je vous dis qu'il allait à peu près jusqu'au potager, grosse forteresse, avec ses douves, avec toutes ses tours. Et voilà, et donc, il y a toute une série. On sait qu'il y avait aussi une forteresse dans un petit village qui s'appelle Sénarpont, mais dont il reste aujourd'hui très peu de choses. Toute cette série de châteaux, ils servent donc à défendre la vallée de la Brelle. La vallée de la Brelle, c'est un rapport compliqué entre la France et l'Angleterre. Alors, bien évidemment, il y a un moment là où il faut que ce château il serve à quelque chose. Et il va servir à quelque chose lors d'un moment particulier, qui est la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, elle est particulièrement importante dans le nord de la France. C'est un lieu de grand affrontement. Et on sait notamment qu'au début du XVe siècle, en 1433, les Anglais sont à Saint-Valery. Anglais et Français se donnent rendez-vous sur la plaine de Watt-Blairy. Watt-Blairy, c'est à 500 mètres, 1 km d'ici. Le rendez-vous est donné pour le lendemain. Voilà, les deux armées doivent se retrouver sur le champ de bataille. Malheureusement, les Anglais qui arrivent à l'heure, pas de nouvelles des Français. 8 heures, pas de Français. 10 heures, pas de Français. Midi, les Anglais commencent à être un peu énervés. Ça fait 4 heures qu'ils attendent les Français avec qui ils avaient rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Anglais? Eh bien, ils cherchent le château le plus proche, qui était rattaché au roi de France, le château de Bouillancourt. Et le château de Bouillancourt est attaqué en 1433. C'est le seul signe, le seul connaissance qu'on a aujourd'hui d'une vraie bataille, d'un vrai affrontement. À l'époque, le propriétaire du château s'appelle Hugues de Cailleux, il est évêque d'Arras, et les Anglais vont attaquer ce château. Malheureusement, ils vont le prendre très facilement, parce qu'il y a une petite erreur dans la conception de tout ça, c'est qu'il y a une église du village de Bouillancourt qui est beaucoup trop proche des murailles. Et donc les Anglais, j'avoue avoir été un peu déçu quand j'ai appris comment les Anglais avaient pris la forteresse. Je m'attendais à une grande bataille. Les Anglais sont montés sur le toit de l'église et ils sont rentrés dans le château. Et la bataille était terminée. Ils ont pris le château en quelques heures. Donc, bon, la grande bataille, c'est un petit peu un échec. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'au lendemain de la bataille, Hugues de Cailleux, qui est pourtant évêque, décide de faire raser l'église. Et donc, l'église qui est aujourd'hui à Bouillancourt, en fait, elle est reconstruite 20 ans après. Et pendant 20 ans, il n'y avait pas eu d'église parce que cet évêque d'Arras l'avait rasée pour assurer la défense de son château. En 1433, les Anglais, quand ils prennent le château, ils vont faire ce qu'on appelle désarmer la forteresse. Oui. Ça veut dire qu'ils vont détruire 2 des tours. En détruisant ces 2 tours, ils rendent le château indéfendable et le château perd à ce moment-là, au XVe siècle, sa fonction historique. Il perd son utilité défensive. Cette histoire, elle va continuer. Toute une série de propriétaires vont racheter le château de Bouillancourt, pas tant pour le château qui a plus beaucoup de valeur, mais pour les terres agricoles qui sont autour. Je reviendrai plus tard sur ce qui va se passer au fond, mais là, il y a une dernière chose dont il faut parler ici. C'est que tout là-haut, on a quelque chose d'assez étrange. Cette chose assez étrange, elle est construite à la fin du 19e siècle. Alors, on dirait effectivement du Moyen-Âge, mais c'est ce qu'on appelle du néo-gothique. Le néo-gothique, c'est la reprise au 19e siècle du style médiéval. Ces couches historiques se superposent à Bouillancourt. Et Donc c'est marrant parce qu'ils ont fait du 19e siècle sur l'arrière, sur le 1300 en fait. Exactement. C'est fou. Et au 19e, mais ils font du faux Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les familles de propriétaires, qui sont la famille de Boisville et la famille d'Ailly de Richemont, en fait, vont mettre leurs armoiries sur le château et vont faire du faux Moyen-Âge. Deux fausses meurtrières, Oui. à droite et à gauche, Ok, d'accord. Ouais. et en dessous, 3 faux machicoulis. Vous savez, les machicoulis, c'est par là qu'on jette des pierres, par exemple, quand le château est attaqué. Ok, d'accord. Ça nous permet de comprendre à quoi ça sert, cette chose-là, cet objet. Ben, c'est un petit peu comme mettre des fleurs de lys. On est dans du prestige. Et ce prestige, au 19e siècle, le 19e siècle, c'est le moment là où on redécouvre le Moyen-Âge. Ça commence à la fin du 18e siècle en Angleterre, notamment dans le cadre du roman gothique, qui est un style de roman anglais. Mais c'est vraiment au 19e siècle que va naître la fascination pour le Moyen-Âge. C'est comme un tatouage sur son château. Oui, oui, complètement. On essaie de montrer quelque chose, de signifier quelque Et chose. c'est marrant qu'il ait choisi l'arrière, le côté vraiment ancien. Ça prouve qu'il aimait Bien sûr. véritablement le patrimoine et l'histoire. Exactement. Et là, Stéphane, tu fais parfaitement des transitions. Parce que j'ai dit, hein, passé, futur. Ah, ok, d'accord. On arrive au La futur. boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Cette question, je pense qu'à Bouillancourt, on voit, avant même le 21e siècle, cette idée de préserver le patrimoine, de protéger le patrimoine. Parce que le propriétaire du 18e, quand il a racheté ce château, je t'ai dit, il y a 2 tours qui ont été cassées par les Anglais. Mais donc tu te souviens, il en reste encore 4 dans la haute cour. Et bien il va en détruire 2 autres. Et moi, ce qui m'étonne toujours, Qui a détruit alors les deux le autres propriétaire du 18e, Jacques-Nicolas le Boucher d'Ailly, qui en 1764 rachète la maison avec, on sait par le document de vente, qu'il rachète une maison avec 4 tours. Oui. Il en détruit 2. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est non pas qu'il en détruise 2,
c'est qu'il en garde 2. Pourquoi au 18e, il se dit je vais en garder 2? Au 18e, on n'a pas encore cette idée de protéger le patrimoine. C'est une idée qui arrivera après, Bien plus sûr, tard, au 19e siècle, au 20e siècle. Eh bien, il me semble qu'on peut imaginer, certes qu'il y a une dimension de prestige, il veut montrer, Sûr, ouais. c'est une manière de montrer que sa famille remonte au Moyen-Âge, en gardant ses tours, mais il y a aussi une sensibilité, il me semble, en tout cas on peut en faire l'hypothèse, une sensibilité au patrimoine dès le 18e siècle, et qu'on retrouve dans ce simili-cuir médiéval au 19e siècle. Bien Simon, c'est vrai que toute bonne chose a une fin, et malheureusement, parce que j'aimerais que tout le monde vise, mais vraiment davantage, et là on est sur le dernier plan du château, c'est là que se termine cette visite. Exactement. Mais par contre, il y a encore plein de bonnes choses à dire. Mais il y a encore des milliers de choses à dire, et en venant ici, on peut en découvrir encore plus. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On a commencé dans l'allée, sur l'architecture végétale du XVIIIe siècle. On a pu parler de l'essence de ces grands arbres et de la question aujourd'hui de s'intégrer dans son environnement au XXIe siècle. On a parlé du potager, l'histoire de l'agriculture à Bouillancourt, dans le nord de la France, et les avenirs possibles, les futurs possibles de l'agriculture aujourd'hui. On a parlé de permaculture, de maraîchage sur sol vivant. Dans la basse-cour, on a parlé d'échange, ce château comme un lieu connecté, dans lequel il y a des influences culturelles, dans lequel on fait encore aujourd'hui de l'échange économique, dans de l'épicerie. On s'est arrêté devant ces 3 couches, superposées, 3 moments qui nous montrent un petit peu 3 manières d'habiter les lieux de patrimoine. La forteresse médiévale, la résidence de chasse, la résidence seigneuriale. On a été devant les tours, on a parlé du sens de cette forteresse médiévale au XIIIe siècle, son rôle de protection, son rôle militaire, notamment pendant la guerre de 100 ans, et les débuts de la protection du patrimoine au XIXe siècle. On arrive à la fin, et à la fin, on va parler d'autre chose, qui est la question d'accueillir. Pourquoi accueillir? Alors, accueillir, c'est important, parce que ce château qui est ici, on l'a vu, n'est plus une résidence, n'est plus une forteresse militaire. C'est devenu, à partir du XVIIIe siècle, une résidence seigneuriale. Cet accueil, bien évidemment, c'est aujourd'hui la nouvelle vocation du château de Bouillancourt. Le château de Bouillancourt est un tiers-lieu de patrimoine. Dans ces tiers-lieux, on essaye, justement, on ouvre les portes à tous, à tout le monde, pour essayer de se rassembler. Parce qu'on pense que le patrimoine, c'est un levier pour recréer du commun, pour recréer des sociabilités, pour rassembler les gens. Je me suis entretenu avec ton père et il y a une phrase qui m'a vraiment impressionné. Et la phrase de ton père, c'était « Ce n'est pas notre château, c'est le château de tout le monde ». Exactement. Et c'est fou comme philosophie. C'est très... Nous, c'est au cœur de la manière qu'on a de concevoir le patrimoine. Le château, c'est quelque chose qui appartient au commun. On n'est pas propriétaire, on est à la limite les gardiens de quelque chose qui est en dit commun. ton père. En fait, on est juste une partie, un grain de sable dans l'histoire du château. Oui. Mais c'est fou cette philosophie, c'est vraiment tellement bien, quoi. Et là-dessus, j'aurais même une petite anecdote. C'est quelle est la première chose qu'on a faite au château de Bouillancourt lors du rachat en 2020. Le premier geste a été d'ouvrir grand la grille et d'arracher le panneau propriété privée. On arrive au terme de cette visite sur la partie des extérieurs. L'intérieur est aussi à découvrir au château de Bouillancourt. Et on voit ici dans cette on arrive au terme de la visite, de ce qu'on va montrer. De la visite parce que vous avez tout l'intérieur à visiter également. Alors autant dire qu'en famille, franchement, c'est la sortie à ne pas louper, quoi. Et sur la partie intérieure, ici on voit un château peuplé d'êtres étranges, qui sont en fait tous ces trophées de chasse, et qui montrent le rôle... Au 19e siècle, hein, là, on est d'accord. Exactement. Qui montre le rôle de résidence de chasse qu'a eu Bouillancourt au 19e siècle. Le plus étonnant, c'est probablement ce phoque. Phoque qui a été chassé en baie de Somme. Et là, c'est une petite anecdote qui est amusante, la dernière que je vous livrerai, qui est l'histoire de la chasse au phoque. En baie de Somme, à la fin du 19e siècle, il y a une crise de la pêche. Pourquoi il y a une crise de la pêche? Parce qu'avec la colonisation, il y a une concurrence faite avec du poisson qui vaut moins cher et qui arrive d'ailleurs, notamment en d'Afrique. À ce moment-là, la crise de la pêche en baie de Somme fait que les pêcheurs de la baie de Somme vont chercher un petit peu un renouvellement, une nouvelle activité. Ils vont lancer la chasse aux phoques. C'est un petit peu une sorte de chasse à courre. Les grands aristocrates de la région embarquent sur les chalutiers et partent chasser le phoque. Aujourd'hui, ce phoque, il est encore au château de Bouillancourt. Il est un peu terrifiant, mais en même temps, c'est une de ces âmes qui habite cet endroit. On arrive voilà, donc au terme de la visite, dans un lieu qui effectivement est aujourd'hui ouvert à tous, dans lequel on cherche, dans lequel vous êtes aujourd'hui tous les bienvenus, dans lequel le château de Bouillancourt est un lieu qui a pour aujourd'hui pour mission d'être ce lieu d'accueil, ce lieu ouvert. Au pied des escaliers, il n'y a plus qu'à imaginer ce qui peut se passer ensuite, ce qui peut se passer là-haut, mais 1000 choses sont possibles au château de Bouillancourt. Je ne sais pas si vous avez pris autant de plaisir que nous avons pu avoir avec l'équipe, cet accueil exceptionnel qui donne envie d'en savoir plus. Donc ce château n'attend plus qu'une chose, c'est votre visite, parce que je vous assure que ce que vous avez vu à l'extérieur n'est rien comparé à ce que vous allez voir à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de venir, prenez votre voiture, venez en famille et venez visiter ce lieu. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête.